En l'an de grâce 1300, sur fond de tension entre l'évêque de Sillon, les seigneurs locaux et la Savoie, une histoire forte et tragique va marquer à jamais la mémoire collective. Mettez-vous en marche et laissez-vous surprendre. Un savoir profond et unique vous attend. La vérité est au bout du chemin. Enfin, espérons-le, car comme le dit le texte sacré, celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Du pied des remparts monte un chant lancinant. C'est le chant des grenouilles. En ce jour de mai 1300, la nuit est douce, la lune pleine. La nature se complaît en une chaleur retrouvée. La forteresse de Saillon dort lorsqu'une ombre apparaît le long des rochers, puis une deuxième, puis encore une. La troupe descend du bourg fortifié vers le Rhône qui longe les murailles. Qui porte une torche, qui une lampe à huile, qui une bougie protégée d'un parchemin. La nuit est claire. On distingue nettement les silhouettes. Chacune est prolongée par un trait noir qui monte vers le ciel. Une longue perche qui défie les étoiles. D'un pas lent et régulier, le groupe se rend vers l'eau et les roseaux. D'un geste précis et répétitif, on commence à frapper les goules pour faire taire le concert des grenouilles et préserver le sommeil du châtelain et de sa maisonnée. Ces travailleurs de l'ombre, on les appelle les tapagoyes. Ils frappent d'un geste fort, déterminé et avec une rage profonde qu'on va rapidement comprendre. Mais pour ce faire, il nous faut prendre le temps de remonter quelques années plus tôt, se rendre dans le village d'en face, à Saxon, citadelle également savoyarde. Toutes les cloches sonnent. Elles annoncent un joyeux événement. C'est la naissance d'Anselme, fils du châtelain de Saxon. Dieu soit béni dans sa grande bonté. La lignée de la maison de Saxon est assurée. Un fils lui a été donné. Mais les gens du lieu sont bientôt assaillis par un doute. Une sorte de mélancolie, une crainte pour certains. On dit que le petit a été visité par une fée. La châtelaine l'a trouvé un soir hors de son berceau. Elle s'est précipitée pour le remettre à sa place et elle a entendu ces mots terribles. « Anselme, Anselme, ta rage te perdra !» Les gardes ont fouillé partout, mais n'ont trouvé âme qui vive autre que les habitants du château. Même si personne ne croit plus aux histoires de fées, la rumeur a gagné la contrée. On aurait vu une dame blanche, on se le murmure à voix basse, en faisant le signe de croix. Mais Anselme grandit. Dès son plus jeune âge, il démontre une adresse et un courage qui frisent le merveilleux. On raconte avec fierté ses exploits de chasse. Oh, le sire Anselme, il n'avait même pas 15 ans la première fois. Oui, un coup de lance droit dans le cœur. La femelle ours s'est dressée sur ses pattes arrière. Et lui, il n'a pas hésité, alors qu'un seul coup de griffe t'ouvre le ventre. Il a fiché sa lance en pleine poitrine. La bête s'est écroulée sans un cri, raide, morte. Lui, il a récupéré les petits oursons pour les dresser et amuser la maisonnée de Saxon. Le châtelain est fier de son fils. Très vite, un chevalier valeureux lui apprend l'art de la guerre. Comment mener un cheval, tenir une lance et se battre à l'épée au corps à corps. Le jeune homme fait des prodiges. Il aime le choc des lames, le goût salé de la sueur sur ses lèvres. La fatigue ne le touche pas. On le reconnaît facilement dans une mêlée.
car il porte un bandeau rouge sur le front pour éviter que l'eau salée lui embrume la vue. Pour ne pas en faire une brute, on lui conte les exploits de Roland, mais aussi les amours de Tristan, les déboires de la belle Héloïse. À peine adoubé, le jeune chevalier Anselme s'enquiert d'aventure. Même s'il fréquente peu les tavernes, un soir, entre deux pichets, il est surpris. Anselme a chevauché tout le jour dans la forêt du lin. À l'aube déjà, il voit la ramure d'un grand cerf. Il le prend en chasse, avec la certitude de débusquer la bête et de la tuer. Mais tout part mystérieusement de travers. Un bruit de branches cassées, une odeur de cuir, une silhouette dans les vernes signalent l'animal. Mais rien que du vent. À l'heure de l'Angélus, en fin d'après-midi, il rentre harassé, fourbu, en nage et en rage. Pour chasser sa mélancolie, il s'arrête à la taverne de la Tour. Il sait que son père, le châtelain, lui a toujours dit d'éviter ce lieu malfamé. Mais la colère du moment l'emporte sur la raison. Oh, que quelqu'un essaye de l'embrouiller. Il sera vite refroidi à la vue de son épée. Anselme pousse la porte. L'ambiance est suffocante. Une cheminée tire mal et laisse planer en permanence un reste de fumée qui noircit les poutres du plafond. Même les murs à la chaux virent aux couleurs charbon. Une odeur âcre agresse les narines et entre profondément dans la gorge. 3 gueux squelettiques plongent leur trogne dans du mauvais vin. Dans ce tableau noir, une tache blanche apparaît comme une erreur. Anselme voit briller la poitrine blanche et énorme de Germaine, la tavernière qui déborde de sa blouse sale. Il s'en amuse. Enfin une vision réjouissante dans cette journée à oublier. Une dernière ombre est posée vers la cheminée. Un être hirsute qui se parle à lui-même. La grosse Germaine accepte les pauvres gens dans son antre. Pourtant, elle n'est pas la gentillesse même. Un geste ou une parole déplacée et ses grosses mains claquent sur la joue du malheureux. Bref, Anselme boit son pichet de clairet. Un maigre rayon de lumière se faufile dans le noir et atteint le visage du gueux. On distingue un début de rire, puis il semble plutôt souffrir. De sa bouche édentée sortent des phrases décousues. Du soufre pour ceux qui souffrent, la bouche des enfers, le géant de Belzébuth. Tous, on plongera dans le chaudron des damnés. Le lendemain au château, Anselme raconte à son père l'épisode. Le châtelain se frotte la barbe. Il sait que son fils est en âge de réaliser des exploits, mais se rappelle aussi la prédiction de la fée. Sur l'insistance d'Anselme, il lui conte l'histoire de la vouivre du Potuit. On dit que dans des temps immémoriaux du côté de Saillon, au fond d'une caverne, vivait un animal maléfique. C'était le gardien d'une des portes de l'enfer. Se risquer de visiter sa grotte, c'était disparaître, dévoré par le monstre. Croiser son regard, c'était se retrouver pétrifié à jamais, prétendent d'autres chroniqueurs. Un géant condamné à vivre dans la géhenne trouva un jour par hasard la fameuse porte. Il s'enfuit. La vouivre le poursuit. Il se réfugia dans les gorges de la Salinthe. Mais là, il sentit un souffle chaud sur sa nuque. Un cri infâme le fit se retourner. Son regard croisa celui de la vouivre. Instantanément, sa tête se changea en pierre et en rocher. Seul un filet d'eau chaude qui sort du rocher trahit encore aujourd'hui le pouvoir terrible de la vouivre. Sans tarder, Anselme chevauche son destrier pour aller visiter ce lieu maléfique. Il ne sait pas qu'une rencontre va sceller son destin. C'est un flocon de neige, mais sa blancheur est d'une pureté qui chauffe le cœur. Bienheureux celui qui l'aura comme épouse. Oh oui, bienheureux celui-là. Le châtelain de Saillon revient de la chasse aux sangliers avec ses commensaux. Il vante la beauté de sa fille Guigonne et les autres le taquinent. Comment se fait-il que la belle Guigonne n'ait pas trouvé chaussure à son pied ?
Ne préfère-t-elle pas les pieds nus des sauvageonnes aux pieds chaussés des châtelaines? Pourtant, ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Mais le châtelain, comme à l'habitude, ne se laisse pas démonter. Oh, Guigonne est docile, mais elle a son caractère. Elle sait reconnaître la bonne baisse sauvage du fruit amer qui donne la nausée. Le jour où elle rencontrera l'homme parfait, elle saura y croquer. Et là, comme à chaque fois, des rires coupent court à la conversation. Pendant ce temps, Guigonne est sortie sur la colline. C'est l'heure où le vent forcit et frappe les hautes herbes. Un souffle s'engouffre entre des chênes verts et couvre le chant des oiseaux. Seul le cri strident d'une buse retentit. C'est un cri d'alerte. Une ombre blanche survole les murailles. Guigonne fait voler son faucon gerfaut blanc. Elle l'a fait au leurre. Elle l'entraîne à monter droit dans le ciel, puis à piquer sur sa proie. Un oiseau de cuir attaché à une ficelle qu'elle retire au tout dernier moment. Et le rapace passe et repasse près du corps de la belle jeune fille dans une danse enivrante. Les narines de Guigonne s'emplissent de senteurs de petite absinthe qu'elle foule du pied. Une odeur âcre et anisée. La tête lui tourne un peu, comme son corps qui virevolte pour se remettre toujours en face du rapace qui arrive. Elle est heureuse, mais voilà que le faucon saisit le leurre au passage. Cette fois, Guigonne n'a pas eu le temps de le retirer. Le rapace saisit sa proie et pique vers la plaine, vers le Rhône et ses îlots. Guigonne peste. Elle s'en veut d'avoir laissé partir son oiseau. Et quel oiseau! Le plus beau de la contrée. Elle est prise d'angoisse. Son gerfaut va se poser et manger le bout de viande attaché sur le mannequin de cuir. Et puis, après, où va-t-il aller? Elle pourrait le perdre. Sans tarder, elle dévale la pente. Heureusement, elle s'est habillée comme un garçon. Les jupes s'accrochent de partout lorsqu'on recherche un rapace dans les taillis ou les bosquets touffus. Anselme arrive au bas du village de Saillon. Pour se rendre à la grotte du Potuit, il remonte les sources de la Sarval. C'est le temps de la fonte des neiges et des reliquats d'un orage violent qui a gorgé d'eau les pentes du Chavalard, la veille au soir. Des rochers surgissent des cascades qui s'unissent et donnent naissance à un torrent impétueux se déversant dans la plaine. En son centre, le flot tumultueux suit comme une flèche la ligne la plus directe pour rejoindre le Rhône qui charrie terre, branches et troncs. Sur les bords, même si l'eau perd de sa violence, elle reste trouble et forme des marécages. C'est là qu'Anselme avance avec prudence pour ne pas blesser sa monture. Il est calme et rassure son cheval qui accepte de progresser à l'aveugle dans ce terrain boueux où parfois il manque pied. Anselme est serein, comme si la peur lui est étrangère. Mais quelle n'est pas sa stupéfaction quand il voit au centre du torrent un jeune homme emporté par les flots. Le malheureux tient dans ses mains une forme blanche qu'il essaie de tenir hors de l'eau. « Mon Dieu, ça ne va pas le faire, il va se noyer !» Anselme le voit apparaître puis disparaître plusieurs fois. Sans hésiter, il saute dans sa monture et s'élance dans le courant. Après une lutte franche mais rapide, il saisit le jeune homme par le collet et le tire vers la rive. Il était temps. Anselme dépose le corps sur la berge, s'inquiète de ne pas le sentir respirer, lui dégage le visage. Et là, une chaleur intense le saisit au corps. Ce jeune homme est en fait une jeune fille, d'une beauté qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La demoiselle tousse, recrache un peu d'eau sale et se remet à respirer. Elle est en vie, Dieu soit loué! Puis soudain, elle ouvre les yeux. Un regard bleu traverse le cœur d'Anselme. Son émoi est à son comble. Il se serait évanoui si le cri et les gesticulations du faucon que la demoiselle tenait entre les mains ne l'avaient pas ramené à la réalité. Ce rapace va le blesser. D'un geste rapide, il retire sa cape, saisit l'oiseau et lui couvre les yeux pour le calmer. Guigonne retrouve ses esprits, remercie son beau sauveur. Guigonne invite Anselme à le ramener au château, et depuis ce jour-là, leurs deux destins sont unis à jamais. Le châtelain de Saillon apprend l'exploit d'Anselme. On mène grande fête en l'honneur de l'invité. Sur de longues broches, on dispose la venaison fraîchement chassée, sangliers, chevreuils, oiseaux de rivière.
Le châtelain ordonne qu'on mette un tonneau de muscat en Perse, un vin liquoreux, digne d'un vin de messe, fait de grappes flétries sur cep jusqu'au cœur de l'hiver. Il envoie des messagers du côté de Saxon pour dire qu'Anselme restera au château quelques jours. La foule est en liesse. On sort des tréteaux le long des remparts. On mange, on danse. Autour d'une même grande table se trouvent pêle-mêle gueux, hommes d'église, bourgeois aux vêtements voyants, hobereaux et même quelques chiens errants qui profitent des reliquats qu'on jette au sol. Ce n'est pas souvent que le châtelain offre de quoi faire ripaille. Les gens du coin sont plutôt habitués aux repas maigres et aux interdits de l'église. Les visages sont rayonnants. Au centre du tableau, Anselme et Guigone se détachent par leur beauté. Ils participent à la joie collective, mais leurs yeux se croisent plus que de raison. Chacun des deux scrute l'âme de l'autre. Ils sont heureux, mais aussi pris par une mélancolie qui les conduit hors du monde. Les jours suivants, les deux tourtereaux échappent de plus en plus souvent aux civilités. Ils visitent les endroits cachés du château et chacun son tour raconte sa vie à l'autre. Cela ne fait aucun doute, l'amour est en marche. Arrive le jour de la séparation. Anselme retourne à Saxon, mais promet un rapide retour. Guigone en perd le boire et le manger. Elle ne fait plus voler ses rapaces. La sauvageonne est devenue casanière. Elle ressort de vieilles broderies. Sa nourrice avait voulu l'initier à cet art subtil, où l'on doit maîtriser le fil du récit et dessiner à la pointe de l'aiguille de nouvelles conjointures pour raconter les histoires anciennes et nouvelles. Guigone s'y plonge avec ferveur, comme si elle avait besoin de fixer son esprit sur un autre sujet que l'absence du bel Anselme. Elle retrouve de longues bandes de tissu où se laisse lire la vie locale oubliée. Elle s'émeut en retrouvant l'histoire de la cité de Groux. La ville était située sous le promontoire de Bedon, replat au-dessus de la plaine du Rhône qui servit aux habitants de refuge lorsqu'un déluge toucha la région en des temps immémoriaux. On en veut pour preuve des anneaux qu'on retrouve encore dans les rochers où on attachait les bateaux. Si les habitants furent sauvés la première fois, la deuxième montée des eaux due à un gigantesque éboulement qui transforma la vallée en un grand lac, engloutit la cité et ses habitants qui périrent noyés. On dit que seul le clocher restait visible sur les flots pour qu'on se rappelle que la bonté de Dieu a des limites. Sauvés une première fois du déluge, les gens n'étaient pas devenus plus religieux. Bien au contraire, ils étaient devenus orgueilleux, au point de jouer aux quilles avec des mottes de beurre et au palais avec des fromages. Toutes ces journées, Guigone se laisse bercer par ses histoires jusqu'à une fameuse nuit où un songe va la ramener à la réalité. Après un début de sommeil paisible, elle se retrouve en train de broder. Rien d'alarmant et d'étonnant de prime abord, jusqu'au moment où elle remarque quel est le sujet même de sa broderie. Elle est là, avec à ses genoux un animal merveilleux, une licorne qui penche la tête vers elle. Elle est heureuse, sourit d'aise. Mais soudain des chasseurs surgissent. Ils viennent tuer la bête pour récupérer sa corne et produire une poudre magique utile pour guérir les blessures, les brûlures et même la peste. Guigone veut protéger l'animal. Les chasseurs deviennent de plus en plus agressifs et pointent leurs javelines vers elle et la licorne. Guigone se réveille en sueur. Ce songe est un mauvais présage. Dès le lendemain, elle envoie un messager à Anselme pour lui dire ses peurs et le rappeler à elle. Sans attendre, Anselme prend sa décision. Il part pour Saillon demander la main de Guigone. Du jamais vu, l'union de Guigone et d'Anselme doit rester dans les annales. Pour rendre le mariage plus solennel, on le prépare par un sacramentel de fiançailles. Les noces se feront à Pâques prochaine. La cérémonie se fait en famille, hors de l'église, sur la colline au lieu dit, le plan des épouses. Le comte de Savoie a envoyé pour le représenter,
et donner la bénédiction rien moins que l'évêque de Tarentaise Bertrand de Bertrandis. Même si le cérémoniel est privé, une forêt de gonfanons multicolores flotte sur la colline de Saillant. De loin, l'embrasement de couleurs et le son martial des buzines qui claironnent à tue-tête montrent qu'un événement majeur se passe au château. À la faveur des couleurs de feu du soir qui tombe, certains ont cru d'abord à un incendie, surtout que les cloches des églises de la région se sont mises à sonner à toute volée. Mais la nouvelle bien vite s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est pour les fiançailles de Guigonne de Saillant et d'Anselme de Saxan. Anselme vit désormais à Saillant. Tout le monde le considère déjà comme le futur châtelain, même si, comme il se doit, Guigonne et lui font couche séparée. En futur maître des lieux, il visite les remparts, s'enquiert de l'épaisseur des murs qu'il trouve un peu faible du côté du Mans. Aujourd'hui, il visite la forge et vient voir la roue à aube qu'on a posée pour actionner un marteau-pilon qui permet de frapper et refrapper le fer pour obtenir des épées de qualité. Anselme croit au vieil adage. Si tu veux la paix, prépare la guerre. On bavarde et on rit joyeusement dans la forge lorsqu'un cavalier arrive. Le visage d'Anselme se rembrunit. Il pressent de tristes nouvelles et sort pour s'entretenir en privé avec lui. « Salut Jean !» Oui, il s'agit de son vieil ami Jean de la Tour. Ils ont grandi ensemble. Ils ont aussi vu arriver ensemble à Sillon un triste sire, l'évêque Boniface de Châlons. Depuis 10 ans, le bougre roux comme un goupil, plus seigneur de guerre qu'ecclésiastique, fait la guerre au comte de Savoie. Il fourbit ses armes pour envahir la contrée. Il vient de construire une forteresse sur la colline de Tourbillon, pour que sa puissance puisse se voir de loin, comme il dit. Et là, il a dépassé toutes les limites. Une troupe vient de mettre à sac Ride. C'en est trop. Il faut riposter. Et Jean de la Tour est là pour organiser la réplique. Son plan est simple. Une petite troupe d'élite composée de meilleurs chevaliers de la contrée vont se rendre à Sillon de nuit. On va escalader les murailles fraîchement construites de Tourbillon, entrer dans la tanière du renard, lui tordre le cou et jeter sa dépouille d'évêque par-dessus les murs. Il faut que tout Sillon sache qu'on ne doit pas mépriser les seigneurs locaux et le comte de Savoie. Cela n'est pas très chevaleresque, mais bon, cet évêque aussi ne semble pas très chrétien. Ça compensera. Anselme est parti. Guigonne ne peut pas. Guigonne ne veut pas comprendre. Comment peut-on jurer un amour infini et tout laisser tomber pour une folie? Tuer un évêque, rien que ça. L'Église et l'empereur ne vont pas admettre un tel forfait. Elle a tout essayé. Lui a dépeint ses futurs enfants, l'exemple qu'il va leur donner en devenant assassin. Elle s'est élevée contre la tyrannie masculine, qui n'est qu'orgueil, œil pour œil, dent pour dent. Mais où va-t-on si la seule réponse à la violence n'est que la violence? Mais rien n'y fait. Anselme a réclamé un baiser de départ. Dans sa rage, elle a refusé et elle s'en veut. Maintenant, Anselme est parti. Les roseaux craquent sous leurs pieds. C'est le seul petit bruit que fait la petite troupe qui avance. Aucune parole n'est échangée. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. Tout est simple et déjà prévu. On a revêtu des habits sombres, habits simples de paysans pour ne pas éveiller les soupçons. Chacun porte sur lui un sac en toile de jute. On se répartit le nécessaire. Des cordes, 3 grappins, et bien sûr des dagues et des épées. On a choisi de ne pas prendre de chariot pour pouvoir éviter les chemins ouverts. On progresse le long du Rhône dans les marécages. Les vernes, les joncs, les herbes hautes, tout cela rend quasi impossible qu'on les repère. On a même décidé de se séparer. On progresse 2 par 2 avec un quart de lieue entre les groupes. On se rejoindra dans un coin du prélai de Valère pour attendre la nuit pleine. C'est une nuit sans lune. Tout est parfaitement prévu. L'attente se prolonge, inconfortable. Anselme et Jean sont blottis sous une épine vinette.
Ils se sont d'abord repassé les étapes du projet plusieurs fois dans leur tête, mais là, l'esprit commence à vagabonder. La vallée du Rhône est presque noire. Le ciel est en grande partie voilé. Les 2 ou 3 étoiles restantes peinent à éclairer les quelques monts encore enneigés qui devraient dessiner un horizon au tableau. Seule une brise soutenue donne l'impression de profondeur dans un monde qui se réduit à seulement 2 dimensions. Anselme, comme à son habitude, est calme. Il ne connaît pas la peur. Il écarquille ses yeux pour repérer un peu plus loin les autres membres de la troupe. Peine perdue, mais ils doivent être là. Un peu de patience. Anselme aurait rêvé d'un fait d'armes plus illustre du côté de l'Orient, sur les pas du Christ. Mais bon, un jour viendra peut-être. C'est à cet instant qu'il voit passer une ombre blanche juste à côté de lui. Une chouette effraie. Son humeur se rembrunit. Il maugrait un juron à peine audible. Il cherche les yeux de Jean. À l'évidence, ce dernier n'a rien vu, et c'est tant mieux. Ce satané rapace, ce n'est rien de prime abord qu'une petite touffe de plumes qui passe dans la nuit. Mais tout le monde le sait, et la tradition ne ment pas, c'est surtout la Dame Blanche. Cette fée maléfique annonce un destin funeste. La mort qui rôde et qui se rapproche. Et pour la première fois, Anselme a peur, mais un ululement retentit. C'est le signal, il faut se mettre en marche. L'approche des murailles se fait à petit rythme. L'escalade de la colline est ardue et surtout le sentier est à découvert. Il faut donc progresser avec lenteur et sans bruit. On se méfie des gardes qui surveillent nuit et jour les arrivées. À cette heure, un mouvement bizarre repéré ou un bruit suspect et c'est le tocsin qui sonne. Alors, non seulement l'opération tombe à l'eau, mais la garde de la ville risque de monter toutes armes dehors pour défendre le château. On serait pris en tenaille, de quoi craindre pour nos vies. Arrivé au pied du mur d'enceinte, on lance les grappins qu'on a entourés de tissus pour les rendre sourds. L'opération se passe à merveille. Les 3 premiers assaillants passent le rempart et hissent les 3 autres. On progresse dans le château. Il n'y a pas âme qui vive. C'est presque trop facile. Les voilà déjà devant les appartements de l'évêque. Ne reste plus qu'une serrure à crocheter et on sera dans la tanière du renard. On pourra alors faire la peau à ce mécréant d'ecclésiastique. Là encore, la chance est avec eux. La porte n'est pas verrouillée et se pousse sans résistance. Les voilà dans le vestibule. Ils entrent dans la grande salle et se dirigent vers la chambre de l'évêque dont la porte est ouverte. Une bougie luit au fond de la pièce. L'évêque doit travailler et risque bien de rédiger sa dernière lettre. La troupe se précipite et voilà que la porte se verrouille derrière eux. Des arbalètes rayées et des gardes portant des torches arrivent et les entourent. Une trentaine de carreaux d'arbalètes sont pointés sur eux. Ils sont faits comme des rats. Et voici qu'arrive l'évêque Boniface de Chaland, tout sourire. Il les tance d'un air narquois. Vous pensiez pouvoir vous introduire impunément dans ma demeure? Pourquoi tant de naïveté? Ne savez-vous pas que Dieu protège ses évêques? Anselme ne l'écoute plus. Il est troublé par la physionomie du prélat. C'est comme si son corps était trop petit pour l'habit qu'il porte. Dans d'autres circonstances, il aurait même ri de voir cet être chétif qui roule les airs gesticulés, faire des effets de manches alors que ces dernières, ses manches, lui recouvrent grandement ses mains habillées de gants blancs qu'il peine à faire sortir. Cela lui fait lever exagérément les bras et donne l'impression que son costume lui est trop lourd. Tout son être est malingre et croulant, sauf ses yeux verts perçants et une bouche trop grande qui semble sortir du visage. Vous n'imaginiez même pas qu'un évêque a des amis qui le renseignent? Anselme subitement a tout compris. Ils ont été trahis. Toute résistance est inutile. Le groupe laisse tomber les armes et des gardes les emmènent dans des cachots séparés. Anselme a tout compris. Il ne s'est pas inquiété quand Thomas d'Allinges manque à l'appel au départ de Saillant. On lui dit qu'il les rejoindrait. Et puis, dans le feu de l'action, on n'y pense plus, car il n'a pas de rôle majeur dans le projet. Mais il est dans la confidence et connaît les plans. Quel manque de prudence! Mais oui, la famille d'Allinges a des fiefs dans le Val d'Entremont.
et la famille de Chaland et d'Aoste, juste de l'autre côté du col. Il doit y avoir des liens assez forts pour expliquer une traîtrise. Mais le temps n'est plus à comprendre. Anselme sait que la situation est plus que délicate. Ses pensées vont vers Guigonne. Elle avait raison, la petite Guigonne. Oh, douce Guigonne, belle comme un soleil de mai. Que j'ai été stupide de ne pas t'écouter. Anselme le sait. La justice de l'évêque risque d'être aussi anguleuse et tordue que sa personne. À l'aube déjà, on vient le chercher. On lui met un sac de jute sur la tête. On le traîne sur le pré qui surplombe la ville de Sion, juste à côté du château. Au travers du tissu, Anselme entrevoit une estrade avec un billot. Il ne se fait pas d'illusions. Son heure est venue. On improvise un semblant de procès. 3 mots prononcés par un ecclésiastique et la sentence tombe. L'évêque n'est pas présent. On aurait reconnu sa voix. Il croit ainsi se libérer du jugement. Il n'en sera rien. Tout le monde saura que c'est lui qui condamne Anselme à la peine capitale, à voir la tête tranchée. Bizarrement, Anselme n'a pas peur. Un goût amer dans la bouche, c'est tout. Il ne criera pas. Il a décidé de ne pas crier. On l'amène sur l'estrade. Il se laisse faire. Un seul coup de hache suffit. Anselme de Saxon n'aide plus. L'évêque Boniface de Chaland jouit du spectacle à distance. Sans se mouiller comme à son habitude. Il veut faire un exemple. On ne s'attaque pas à lui impunément. Toute la Savoie doit le savoir. Après l'exécution, il donne des ordres. Qu'on mette le corps sur une charrette, qu'à l'extrémité du chariot, on attache une pique avec la tête d'Anselme plantée dessus, qu'une garde armée amène la dépouille aux portes de Saxon, et surtout qu'à l'entrée de chaque village, on sonne du corps pour que tout le monde puisse voir la justice de l'évêque. Le soleil couchant irradie de pourpre la pierre à voix qui brûle comme une torche dans le ciel de Saxon. La lumière décroît peu à peu alors qu'arrive la triste nouvelle. Un corps sonne dans la plaine. Les gens du village voient partir une troupe dans un nuage de poussière. Elle a laissé un triste présent, le corps décapité du bel Anselme. Le peuple en pleurs amène la dépouille au châtelain. Après la stupeur, les langues se délient. On imagine ce qui est arrivé. Certains parlent de l'expédition contre l'évêque. Les choses ont du mal tourné. La rage commence à sourdre. On crache par terre. Un jour, ce chien de Boniface paiera. Le châtelain de Saxon a fait harnacher son plus bel étalon. Un destrier blanc de 9 ans. Fils de la lignée de Tonnerre, le cheval que son père lui a offert à ses 15 ans. Le jour est à peine levé. Les vigiles du château avaient voulu allumer de torches pour avertir le guet de la tour Bayard de Saillon de la triste nouvelle. Un code un peu complexe permet de former des lettres, puis des phrases. Mais le châtelain a dit non. Il part seul à travers la plaine apporter la nouvelle à Guigonne. Guigonne est déjà levée et s'occupe de ramasser les herbes dans le jardin médicinal. Les sages disent que c'est à l'heure où la rosée perle sur le feuillage qu'il faut cueillir les plantes. Elle le sait. Elle voit arriver le châtelain sur son cheval blanc, pense à une visite de courtoisie, et lorsqu'il se rapproche, le regard se croise et de suite elle pâlit. Le châtelain a à peine commencé à prononcer la funeste nouvelle que Guigonne tombe inanimée dans ses bras. Guigonne pleure. Guigonne pleure des heures et des heures. Plus rien n'arrive à la sortir de sa douleur. Ni les couleurs du soir qui tombent, ni les cris des enfants qui montent des venelles du village. Elle est vide de chants d'oiseaux,
vide de bruissements de sources, vide de braises rougeoyantes qui réchauffent le repas, vide de glaise gluante avec laquelle elle tourne les vases à fleurs. Un soir de pleine lune, le sommeil se refuse à elle. Encore une fois de plus, une fois de trop. Elle se veut plus porter le poids de son corps, le poids de son cœur. Comme une âme perdue dans la nuit, elle monte au sommet de la tour Bayard. Et là, sans un arrêt, sans une hésitation, elle se jette dans le vide. Son corps s'écrase dans les chênes verts. Guigone est morte. Non, non, non. Un brouhaha sourd s'élève du bourg de Saillon. Damoiselle Guigone est morte. Les visages se crispent, les gorges se nouent. Le grincement des portes des étables qu'on ferme agresse l'oreille plus que les autres jours. Des regards noirs parcourent les rues. Non seulement on ne veut pas comprendre, mais on refuse. On refuse sa mort, et surtout cette dernière décision de l'Église. Guigone ne sera pas enterrée dignement au cimetière en terre sacrée, mais à une place bien au soleil à côté de la fosse commune. Elle a mis fin à ses jours, et seul Dieu a le droit de vie ou de mort sur les humains, a dit l'Église. C'en est trop, le peuple ne peut plus accepter. De nuit, les gens de Saillon déterrent le corps de Guigone et l'amènent en dehors des remparts, là où elle avait l'habitude de faire voler ses rapaces, là où elle s'est noyée de bonheur dans ses balades avec le bel Anselme. Là est creusée une tombe profonde. On prétend même que le curé du coin n'était pas loin et qu'on a vu un goupillon bénir l'endroit désormais devenu sacré. Pour qu'elle ne repose pas seule, le châtelain de Saxon a fait apporter une mèche de cheveux du bel Anselme qu'il avait fait couper en pensant à Guigone. Un habile orfèvre a ciselé un petit coffre d'argent dans lequel il a déposé la relique profane. Mais beaucoup racontent avoir entendu, à peine une semaine plus tard, des bruits suspects la nuit, sous les murailles. Pendant une nuit sans lune, qu'ils en disent, oui. Ils étaient 7 ou 8, tout blancs, avec des ailes d'ange. Le plus grand portait un corps, certainement le corps d'Anselme. Puis la terre s'est ouverte là, où on avait mis le corps de Guigone, et les 2 corps ont été rassemblés, disent-ils. Aucune croix, aucune inscription, aucun signe ne permettent de retrouver la tombe des 2 amoureux. Personne dans le village n'a plus parlé de ce double enterrement, car il est des secrets qu'il faut savoir garder. Mais un signe ne ment pas. À cet endroit-là, une vigne vigoureuse a poussé et entoure de ses bras un beau rosier qui ouvre ses pétales odorants en mai. Ce n'est pas n'importe quel rosier, c'est un rosier de Damas, un rosier d'Orient, là où le soleil se lève. Si les gens de la contrée se gardent de parler du triste destin de Guigone et d'Anselme pour éviter que de simples mortels viennent déranger la paix de ces 2 corps unis pour l'éternité, on entend, disent-ils, les soirs de pleine lune, les pleurs d'une jeune femme qui monte des chênes verts. C'est l'âme de Guigone qui erre dans les roseaux. L'amour d'Anselme n'a-t-il pas suffi à lui porter la paix dans l'au-delà? Nul ne le sait. Pour que le fil de la mémoire ne se rompe pas, certains ont brodé sur tissu noblement choisi la terrible histoire de Guigone et d'Anselme. Comme le baume Saint-Antoine soulage du feu sacré, que ce récit amène réconfort à l'âme de la jouvencelle et à nos 2 amoureux.